Bonsoir, vous êtes sur Télésud. Merci de nous rejoindre. Jeudi 3 mai, voici les titres de cette édition. En France, à 3 jours du second tour de l'élection présidentielle et au lendemain d'un débat télévisé tant attendu, Nicolas Sarkozy et François Hollande jettent leur dernière force dans la bataille pour convaincre les électeurs indécis. Selon les sondages, François Hollande a été jugé plus convaincant que Nicolas Sarkozy dans cet échange télévisé hier soir, suivi par 17,79 millions de téléspectateurs. Hollande conserve même l'avantage. Le débat âpre, rude et musclé a duré 2h50, un record dans l'histoire de la Ve République. Au Sénégal, début à Dakar d'un sommet ouest-africain sur les crises au Mali et Guinée-Bissau. C'est le second sommet en une semaine qui a été ouvert par le président sénégalais Macky Sall. Une dizaine des chefs d'État sur les 15 pays membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, étaient présents, dont le président malien par intérim Dioncounda Traoré, l'Ivoirien Alassane Ouattara et puis le Burkinabé Blaise Compaoré. Et puis nous irons au Burundi qui prépare le cinquantenaire de l'indépendance du pays qui sera célébré au mois de juillet prochain. Le Burundi est une ancienne colonie belge qui a recouvré sa souveraineté nationale le 1er juillet 1962. Le traditionnel débat de la présidentielle française a bien eu lieu hier soir entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Un débat qualifié de match nul où chacun a campé son rôle et sur ses décisions. Le candidat socialiste en tant que favori et le président sortant en tant que challenger à sa propre succession. Au centre des échanges, l'immigration notamment, même si les candidats sont tous les deux pour une moindre ouverture des frontières. Un très fort désaccord subsiste sur la question du droit de vote des étrangers et sur le traitement des immigrés illégaux. Et l'explication, Linda Robert. Le droit de vote des étrangers non européens aux élections municipales, pomme de discorde du débat de l'entre-deux tours. Nicolas Sarkozy craint pour sa part un vote communautariste. François Hollande, quant à lui, pointe du doigt un procès d'intention. Si vous donnez le droit de vote aux immigrés, avec la tentation communautariste que nous connaissons aujourd'hui et que nous voyons chaque jour, que vous dénoncez comme moi d'ailleurs, à ce moment-là, pour les municipales, il y aura des revendications identitaires et communautaires. Il y a des musulmans en France, citoyens français, qui ne font pas de revendications communautaires. Les militants UMP ont reconnu les qualités de l'adversaire. Les cadres du Parti socialiste se sont montrés satisfaits de leur candidat. Sarkozy a dominé le débat. Hollande n'a pas été mauvais, hein. Il faut admettre que c'est un bon orateur. Il sait de quoi est-ce qu'il parle pour avoir déjà exercé cette fonction-là pendant 5 ans, mais il est en face de François Hollande qui n'a toujours rien à proposer aux Français. François Hollande a été exceptionnel et je pense réellement que ce débat montre ce que sera sa présidence, c'est-à-dire un cap clair, des valeurs de la France retrouvées. Si on doit retenir de ce soir un candidat qui a marqué par son autorité sur le fond des dossiers, par son autorité politique le débat, c'est François Hollande. Le débat ne change pas la donne dans les deux camps, il aura juste permis de consolider les convictions de chacun qui dessinent deux visions opposées de la France. Et puis François Bayrou, le président du MoDem, Mouvement démocrate, a annoncé ce soir qu'il voterait pour François Hollande dimanche lors du second tour de l'élection présidentielle. Il s'est toutefois refusé à donner une consigne de vote général, mais à titre personnel, il a précisé « Je ne peux pas voter blanc, cela serait de l'indécision et dans ces circonstances, l'indécision est impossible. Reste le vote pour François Hollande, c'est le choix que je fais. » Voilà, fin de citation. Le président du MoDem a été éliminé au premier tour de la présidentielle avec 9,13% de voix. Et puis justement, le duel qui a eu lieu hier entre les deux prétendants à l'Élysée n'est pas passé inaperçu à l'étranger. Je vous emmène au Gabon où l'on attend impatiemment de connaître le nom du prochain président français, François Hollande, Nicolas Sarkozy. Un sujet de Joël Tatou, récit Moïse Moukoro. Ce 1er mai, les militaires français basés à Libreville perpétuent une tradition vieille de 3 décennies. La journée porte ouverte au camp de Gaulle. À près de 6000 km de Paris, la Grande Miette se trouve loin de la polémique sur le vrai travail du candidat Sarkozy et du bras de fer avec les syndicats.
Et si les soldats ne diront pas un mot sur le sujet, à Libreville, la campagne présidentielle française fait couler beaucoup d'encre et de salive. Au lendemain du débat, les analyses autour de l'éventuel vainqueur vont bon train. Dans ces pays où Nicolas Sarkozy est arrivé largement en tête du premier tour avec 46% des suffrages, ses partisans assurent que c'est lui le vainqueur. Je pense qu'il a eu un esprit de synthèse, il a été très clair. Je pense que tous les Français ont compris ce qu'il voulait dire. Moi, j'espère vraiment que les Français prendront conscience qu'il a été à la hauteur de nos espérances. Un débat que d'autres estiment plutôt avoir été à l'avantage du candidat socialiste, arrivé deuxième au Gabon avec 27%. Je vous dirais honnêtement, moi je suis pro-Hollande, de par son charisme, ses idées et le plan d'action qu'il propose pour la France. Le duel n'aura pas passionné tous les Gabonais, notamment ceux qui se disent déçus par la politique étrangère française. J'aimais encore la France il y a 1 an. Parce qu'il y avait mon meilleur ami, le professeur Jean-Louis Pousset. Il est mort. Je n'ai pas pu aller l'enterrer, j'avais pu avoir le visa ici. Et maintenant, quand on fait la guerre aux immigrés, alors ça me fait mal au cœur. Parce que dans les immigrés là qu'on veut chasser, il y a des fils de soldats qui sont battus pour sauver la France. Malgré tout, les Gabon suit avec un intérêt particulier la présidentielle française. Des urnes sortira ce dimanche l'interlocuteur investi par les Français pour poursuivre les relations franco-gabonaises. Dans l'actualité aussi, en Égypte, le calme est revenu ce matin près du ministère de la Défense au Caire où les violences ont fait 20 morts la veille et des dizaines de blessés. Des centaines de personnes qui réclament le départ du pouvoir militaire sont toujours en place. L'armée égyptienne a promis aujourd'hui que la présidentielle prévue fin mai serait transparente et s'est de nouveau engagée à rendre rapidement le pouvoir aux civils. Une nouvelle manifestation est prévue demain pour protester contre les violences survenues hier près du ministère. Le premier tour de la première présidentielle depuis la chute d'Hosni Moubarak est prévu le 23 et 24 mai avec un second tour les 16 et 17 juin. L'armée a promis de rendre le pouvoir aux civils une fois le nouveau président élu. Un sommet extraordinaire a réuni l'ensemble de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui à Dakar, au Sénégal. L'objectif est de se pencher sur des réponses régionales aux conflits en cours en Guinée-Bissau et au Mali. La réunion va examiner les développements en Guinée-Bissau à la suite de l'échec du groupe de contact des ministres des Affaires étrangères de la CEDEAO et du commandement militaire du pays à s'accorder sur le programme de transition de 12 mois négocié par la région, y compris l'élection d'un nouveau président. Des précisions, Lalassi. Les chefs des missions de paix des Nations Unies en Afrique de l'Ouest se sont réunis mercredi à Dakar autour d'une conférence de presse sur la situation sécuritaire dans la sous-région. Le Mali, dont la stabilité politique et l'intégrité territoriale sont menacées, a fait l'objet des plus vives préoccupations, notamment en ce qui concerne l'application de l'accord cadre proposé par la CEDEAO. La CEDEAO privilégie une solution par le dialogue. La CEDEAO envisage le recours à une force armée uniquement en cas d'échec des négociations et du dialogue. C'est dans ce même élan que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a tenu jeudi dans la capitale sénégalaise un sommet extraordinaire afin de synchroniser les réponses régionales aux crises politiques en cours dans ces deux États membres. La CEDEAO n'a d'autre objectif que de mettre en action la solidarité régionale pour aider un pays frère à sortir d'une mauvaise passe par le biais d'une transition politique réussie. Si le commandement militaire en Guinée-Bissau a procédé à la libération du président par intérim et du Premier ministre le 27 avril 2012, les négociations qui ont été menées 2 jours plus tard à Banjul par le groupe régional de contact sur la Guinée-Bissau avec les différents protagonistes de la crise n'ont pas permis de dégager un accord complet sur les modalités de la transition. Pour les représentants du secrétaire général des Nations Unies et les chefs d'État de la CEDEAO, que ce soit au Mali ou en Guinée-Bissau, le dialogue reste primordial pour retrouver la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest. Les préparatifs pour le cinquantenaire de l'indépendance du Burundi vont bon train. Dans 2 mois, le Burundi soufflera ses 50 ans d'indépendance. Le pays est une ancienne colonie belge qui a recouvré sa souveraineté nationale le 1er juillet 1962. Et pour agrémenter les festivités, l'inauguration de 50 œuvres marquant le cinquantenaire. Reportage Marc-Alix Mouchitsi et Dimboulouyou.
Arrivés au Burundi en 1914, les Belges vont coloniser le peuple burundais durant 48 ans. En 1962, le drapeau de la Belgique fut descendu et celui du Burundi haussé. Le Burundi va donc fêter ses 50 ans d'indépendance au mois de juillet prochain et une série d'activités est prévue pour la célébration du cinquantenaire. Ça sera fêté non pas seulement en une seule journée, mais tout le mois de juillet. Tout le mois de juillet sera consacré à des inaugurations diverses, des 50 œuvres qui auront été sélectionnées sur le plan national comme les œuvres du cinquantenaire. Une commission de 30 personnes a été mise sur pied en janvier dernier pour préparer les festivités du cinquantenaire, mais jusque-là dans la ville de Bujumbura, aucun signe de l'avancement des préparatifs n'est remarquable. Les travaux avancent très bien et d'ici sous peu, on pourra inaugurer sans problème tous les sites, tous les chantiers qui ont été sélectionnés pour le cinquantenaire. Le gouvernement a prévu dans la loi budgétaire de cette année plus de 200 millions d'euros pour cet événement et la coopération chinoise forme déjà des élèves et des militaires pour un défilé annoncé comme spectaculaire. La liberté des médias a le pouvoir de transformer les sociétés. C'est sous ce thème que le Niger, à l'instar des autres pays du monde, célèbre aujourd'hui, 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse. Au Niger, la journée internationale de la liberté de la presse est célébrée dans un climat de sérénité et de quiétude pour les journalistes. Alors, comment se porte la presse au Niger aujourd'hui? Réponse dans ce reportage à Niamey avec notre correspondant Pascal Janot, Ali Tondi Mokhtar. De mémoire des Nigériens en général et des hommes des médias en particulier, jamais la presse n'a été aussi libre que ces 2 dernières années au Niger. De la transition militaire de 2010 à aujourd'hui, aucun journaliste n'a été inquiété ou fait l'objet de menaces dans l'exercice de ses fonctions. En termes d'avancée, le délit de presse est dépénalisé au Niger. En novembre dernier, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a signé la déclaration de la montagne de la table. Des avancées qui ont valu au Niger un rang honorifique, 29e dans le classement de Reporters sans frontières. Nous célébrons aujourd'hui la journée de la presse dans un contexte vraiment assez apaisé au Niger. Nous savons qu'aucun journaliste n'est en prison à la date d'aujourd'hui dans notre pays. Aucun journaliste n'est inquiété, à ma connaissance, que ce soit des menaces verbales ou des menaces d'emprisonnement. Si la liberté de presse est une garantie au Niger, les conditions de travail et de vie des organes de presse restent précaires. Au niveau de la presse écrite, il y a énormément de difficultés liées essentiellement à l'environnement économique dans lequel nous évoluons. Cet environnement économique est marqué par la précarité, qui fait qu'il n'y a pas de véritable entreprise de presse écrite, et ceci est lié au marché de la publicité qui est très restreint, également donc au champ de vente qui est également extrêmement réduit. Pour améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes, un projet de convention collective interprofessionnelle des journalistes est en voie d'être adopté, de même qu'une loi sur l'accès à la publicité pour les organes de presse. Nous arrivons au terme de cette édition. Avant de nous quitter, je vous rappelle la principale information. Jour J-3, élection présidentielle française, traditionnellement organisée le mercredi précédant l'élection qui se déroulera ce dimanche. Le débat de l'entre-deux tours a été suivi par plus de 17 millions de téléspectateurs. Un moment phare de la campagne. À l'issue de cet échange vif et âpre, François Hollande et Nicolas Sarkozy ont appelé tous les électeurs à voter au second tour le 6 mai. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette édition. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une nouvelle édition sur Télésud, bien sûr. La suite de vos programmes continue. Place maintenant au JT Sport présenté par Ahmed Parizeau. À demain.